merci à tous d'être présents à cette conférence qui commence cet après-midi. On a la chance d'accueillir aujourd'hui à cette conférence un pédopsychiatre illustre et un neuropédiatre. Donc, on s'y est habitué à les côtoyer, les neuropédiatres, mais avoir un débat entre un neuropédiatre et un pédopsychiatre, c'est pas tous les jours. Alors, je vais commencer par le pédopsychiatre connu par tout le monde, parce que ça ira beaucoup plus vite, Pierre de Lyon, que je ne présente plus, puisque vous le connaissez tous, universitaire à Lille. Et donc, c'est là où, de façon étonnante, il a fait un mariage avec Louis Vallée, neuropédiatre. Auparavant... Ah oui, mariage d'amour. Je n'osais pas le dire, mais puisque tu l'avoues toi-même, disons-le. Auparavant, tu étais à Angers, c'est là où, étant petit, on a eu la chance de se croiser. J'ai eu la chance de te croiser. Et on ne rappelle pas tous tes travaux, certes sur l'autisme, mais aussi sur tout ce qui est institutionnel. Enfin bon... Tes travaux ont été lus et relus. Et on disait à table que tu as une double face, comme tout le monde, et qu'il y a ceux qui sont enthousiastes et puis ceux qui, plus administratifs, plus d'ailleurs, qui te vilipendent. Et on peut dire que pour l'extérieur, tu es le tenant de l'autisme, en quelque sorte. Tu as été le tenant de l'autisme. Mais on sait bien que c'est bien autre chose. Mais pour l'extérieur, ça peut être ça, et avec les causes éventuellement que tu as tenues. Et probablement que tu sois aujourd'hui avec un neuropédiatre pourrait étonner toutes ces personnes extérieures. Mais justement, ils ne savent pas que depuis longtemps, tu as fait un mariage d'amour. Et certainement, peut-être parce que ta femme est pédiatre, je ne sais pas, mais ça doit jouer quand même. Mais ça voulait dire aussi quelque chose avant. Mais aussi, c'est les qualités de Louis Vallée, qui est donc professeur de neuropédiatrie à Lille, et qui, de façon étonnante, a aussi su se marier avec Pierre. Donc, il y a certainement quelque chose d'une souplesse et d'une ouverture de part et d'autre. Alors, Louis Vallée, j'ai eu l'honneur de te connaître à l'ONIAM, à la commission d'évaluation pour les situations d'EPACIN. Et j'ai eu vraiment le bonheur d'apprendre plein de choses de toi. Je pense en particulier le cervelet, mais beaucoup de choses. J'ai énormément appris. Je ne dirais pas, Madame Compagnon, qu'à cette occasion, j'ai beaucoup appris de choses. Et grâce à toi, parce que non seulement tu es un grand chercheur, certainement un grand clinicien, mais un très grand pédagogue aussi. Donc on va avoir le plaisir de vous entendre tous les deux. Moi, j'aurai le plaisir de vous arrêter en temps voulu. C'est tout. Et donc, je vous laisse la parole. Alors, on m'a dit qui commençait, c'est toi. On va dire 3 quarts d'heure. Ah, 3 quarts d'heure. D'accord. 3 quarts d'heure. Je vais parler d'ici, et puis toi, tu vas parler de là-bas pour la présentation, c'est ça? Comme tu veux. Bon, merci Nicole, merci à tous les collègues psy. Pour moi, c'est un peu émouvant, parce qu'il y a 40 ans, on était là en train d'ouvrir par le rapport introductif, le congrès des psychiatres du SPH à la Baule, avec M, enfin, etc., toutes les Chéniaud, à part tous mes copains de l'époque. Et évidemment, 40 ans après, on se retrouve à la Baule en train de parler de psychiatrie, un peu moins jeune. Bon, enfin voilà, c'est assez sympa. On est dans un contexte, j'en dis un mot parce que vraiment, moi, ça me fait bouillir. On vient de se faire rouler dans la farine, me semble-t-il, par les assises de la santé mentale et de la psychiatrie, où on fait de grands éloges de la santé mentale et on laisse tomber la psychiatrie, en gros. Avec toutes les réformes qui sont annoncées, qui notamment privilégient, on pourrait dire essentiellement les neurosciences au détriment de la psychopathologie transférentielle. Alors ça me semble être une très mauvaise surprise que sans doute on partage un peu à l'occasion du lendemain de ces assises de la gueule de bois. Et je pense que ça va avoir des impacts sur la qualité de la psychiatrie à venir. Donc, bon, voilà, je pense qu'il faut continuer à se mobiliser sur la défense de ce que le syndicat des psychiatres des hôpitaux a toujours défendu, associé avec la Société de l'information psychiatrique. Voilà.
Alors, on avait l'idée avec Louis Vallée de parler de neuropédiatrie et de pédopsychiatrie ensemble, parce que donc on a cette expérience d'une quinzaine d'années de pratique ensemble au CHU de Lille. Et je crois que ça nous a beaucoup aidé, en tout cas moi, beaucoup à essayer de faire en sorte que la question de la complémentarité entre nos deux disciplines soit non pas seulement un rêve et une abstraction, mais aussi une réalité et une concrétude. Et je crois que c'est vraiment très intéressant de penser la pédopsychiatrie en articulation avec la neuropédiatrie. Je pense que les points de vue complémentaires, ça c'est un concept sur lequel Toscaïès insistait beaucoup, les rapports complémentaires, c'est-à-dire que chacun on a des compétences spécifiques et si on n'est pas en train de se poser la question de savoir qui est-ce qui a la plus grosse compétence, par allusion métaphorique à un organe particulier, eh bien à ce moment-là on peut articuler les compétences ensemble et en général ça rend service à la personne dont il est question. Donc je pense que cette articulation est fondamentale dans la manière dont on peut envisager les dispositifs de pédopsychiatrie en lien avec ceux des autres, mais c'est aussi fondamental pour la pensée de la psychopathologie et des neurosciences qui concernent la pédopsychiatrie en articulation avec les autres. Et je crois que là, c'est un exemple qu'on va essayer de développer pour vous montrer que notre rapprochement nous a beaucoup aidé l'un et l'autre. Alors, à l'occasion de quoi on s'est rencontrés surtout, à l'occasion du peut-être le mot fondamental de pathologie complexe, c'est-à-dire en fait un enfant épileptique peut être déprimé. Un enfant autiste peut avoir une maladie neurologique intercurrente, etc., etc. Ces cas complexes, en fait, ne sont que les illustrations de ce que Edgar Morin, pendant toute sa vie, a développé autour de la question de la complexité. Et je crois que cette complexité, si on veut bien la prendre au sérieux, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait bien articuler sur un plan non pas hiérarchique, mais sur un plan transversal, comme disait Guattari. Et je crois que cette approche-là nous permet d'avoir des lumières dans nos champs respectifs qui viennent de la lumière d'à côté. Et ça, je crois que ça, c'est tout à fait essentiel pour développer nos axes de recherche, nos axes de pratique et nos axes de théorisation au fur et à mesure qu'elles se développent. Alors, c'est plutôt que d'en rester à des conversations de salon sur ces questions-là, on a décidé ensemble de se lancer dans la consultation conjointe, dont on vous reparlera évidemment, mais cette idée, c'était être ensemble pour accueillir un enfant et ses parents et traiter la question complexe qui se pose à son sujet. Cet enfant est adressé par des neuropédiatres, par des pédopsychiatres ou par tout autre travailleur du champ de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Et évidemment, ça nous a amené à réfléchir non seulement sur le dispositif lui-même, mais aussi sur la manière dont on pouvait l'articuler théoriquement. Et en fait, en faisant ça, on s'est rendu compte que, en même temps qu'on essayait de l'articuler théoriquement nous-mêmes, eh bien, on se rendait compte que les parents eux-mêmes pouvaient construire, on appelle ça entre nous, la théorie de la maladie de leur enfant en tenant compte des deux coordonnées neuropédiatriques et pédopsychiatriques. Et c'est pour ça qu'en introduction, je faisais appel à ce souvenir traumatique des assises de la santé mentale et de la psychiatrie, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que les neurosciences qui comptent. Tout le reste serait des élucubrations d'intellectuels post-68 arts. Et évidemment, on voit bien que dans notre pratique, justement autour de cette conjonction entre les deux disciplines, on a approché de quelque chose de très intéressant et utile qui nous permet d'accueillir les enfants et leurs parents et leurs pathologies complexes d'une toute autre manière que de mettre sans arrêt en exergue les neurosciences et rien d'autre. Donc ça, pour nous, c'est une expérience qui a été très, très fructueuse et je crois que c'est important. Alors, quels sont les concepts que la pédopsychiatrie peut apporter dans la corbeille de la mariée, pour rester dans la métaphore libidinale? Alors, il me semble que si on peut finalement tenir l'idée que les neurosciences, c'est sans doute le neuropédiatre qui est le mieux placé pour se tenir au courant de toutes ces évolutions qui sont formidables, et on voit bien que toutes les inventions qui sont faites à ce sujet-là sont très intéressantes pour nous sur un plan intellectuel, conceptuel et éventuellement dans des
traduction pratique qui pourrait en advenir, mais qu'on a vraiment besoin d'un dialogue avec le neuropédiatre pour réaliser cette traduction. Parce que les pédopsychiatres d'aujourd'hui, en tout cas ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui, je ne sais pas vraiment, mais ceux d'hier, on n'était pas formés aux neurosciences à un niveau tel qui nous permet d'accéder à tout ce qui sort aujourd'hui. Donc c'est très important d'avoir un allié avec lequel on a confiance et qui peut, au fond, nous tenir au courant de ce qui se passe de ce côté-là et pouvoir, dans un dialogue, justement, essayer de faire en sorte que ces savoirs qui sortent de ce côté-là puissent être intégrés, intériorisés, traduits dans la pratique par ce dialogue. Et je crois que c'est quelque chose qui nous a beaucoup animés. Mais en même temps, ça n'est pas parce qu'on s'intéresse aux neurosciences que d'un seul coup, on doit laisser tomber ce qui fait l'essence de notre travail, ce que j'appelle, moi, pompeusement maintenant, et de façon militante, la psychopathologie transférentielle. C'est-à-dire accueillir un enfant, faire un diagnostic sur la souffrance psychique, de quelle origine est-elle chez lui, et l'accompagner dans la durée. Et je crois que ça, ce qui a fondé au fond la psychiatrie de secteur et sa variation psychiatrie infanto-juvénile, c'est quelque chose qui a à voir avec ce concept fondamental qu'est la continuité des soins. On voit bien que les gens qui deviennent experts et qui ne s'occupent plus des gens dans la continuité de la prise en charge finissent par être des experts de très mauvaise qualité. On voit bien que cette dialectique subtile entre assumer le suivi d'un enfant et faire un diagnostic à l'origine, c'est quelque chose qui met en jeu toute la problématique de la psychopathologie transférentielle. Et je rappelle que la continuité des soins, c'est un mot qui a été trouvé par Aujalais, Mameleux et compagnie qui avaient mis en place la psychiatrie de secteur avec Bonafé et tous ses copains pour essayer de faire que sur le plan administratif, la relation transférentielle puisse être prise en compte dans un cadre qui ne soit pas celui de la psychanalyse, mais qui soit celui de la psychiatrie publique. Donc vous voyez cette notion-là, la psychopathologie transférentielle, il me semble que c'est quand même ce qui fait le cœur de notre métier, et je crois que c'est très important d'assumer cette position-là. Et dans notre consultation conjointe, on en reparlera, mais évidemment, on voyait des gens à l'instant T, et puis on les revoyait 1 an ou 2 ans plus tard, et on voyait bien que quelque chose de la continuité était très importante pour justement, au fond, colliger toutes les évaluations qu'on peut faire entre-temps et rendre compte de ce qui se passe comme processus dans ce moment-là. Et j'insiste beaucoup sur ce fait qui perd un peu actuellement de son actualité, mais qui me semble quand même dommageable pour la pédopsychiatrie, c'est le fait qu'on a beaucoup travaillé sur cette dynamique transférentielle et donc on s'est beaucoup formé sur ce qu'on pourrait appeler les prises en charge après coup, les prises en charge a posteriori. Par opposition, ce qui est développé actuellement comme étant la seule solution valable en pédopsychiatrie, soi-disant ratifiée scientifiquement par les revues internationales, les démarches a priori. L'opposition qu'on fait souvent entre les thérapies cognitivo-comportementales et les psychothérapies, disons psychanalytiques, pour parler rapidement, eh bien, c'est quelque chose qui oppose 2 philosophies de travail radicalement différentes. La première, c'est plutôt une technique a priori. A priori, je vais appliquer ce protocole et je vais voir comment l'enfant s'adapte à ce protocole. Et la deuxième, c'est une expérience très différente qui consiste à traverser une expérience avec quelqu'un et à tirer les conséquences de cette expérience travaillée ensemble dans l'après-coup. Et donc on voit bien que TCC et psychothérapie n'ont pas grand-chose à voir, mais que par contre ça peut tout à fait être complémentaire dans certaines circonstances. Donc il me semble que là encore, si on oublie cette deuxième partie de notre travail qui consiste à réfléchir sur cette dynamique transférentielle de l'après-coup, ben, évidemment il y a toute une part de notre métier qui disparaît. Et à mon avis, les neuropédiatres pourraient se plaindre qu'on laisse tomber cette partie-là. Parce que le neuropédiatre, il va nous aider à faire le diagnostic, il va faire toutes les investigations qui lui semblent utiles pour éclairer ce diagnostic, le processus de soins, etc. Mais lui-même ne va pas prendre en charge sur un plan psychothérapique l'enfant qu'il accueille. Et quand on nous parle aujourd'hui de ces plateformes du neurodéveloppement, où est passé l'aspect psychodéveloppement ? C'est quand même une énigme absolument incroyable qu'on accepte qu'on nous file des mots pareils
et qu'on ne réagisse pas en disant, écoutez, plateforme du neurodéveloppement, d'accord, mais au moins neuropsychodéveloppement, si vous voulez vous lancer dans les détails. Hein, et je crois que là, en cédant sur ces mots-là, il me semble qu'on laisse tomber toute une partie de nos originalités, de nos spécificités, et c'est très dommageable pour les enfants dont il est question. Alors voilà, il me semble qu'il y a quelque chose là qui fait partie de ce challenge qu'on essaie de tenir ensemble. Et au fond, à son tour, je crois que Louis va vous parler de ce qui est, à ses yeux, les concepts fondamentaux de la neuropédiatrie qui peuvent nous éclairer sur justement les questions du développement de l'enfant. Merci Pierre. Si vous avez regardé la grande librairie mercredi soir, peut-être pas, vous l'avez regardé en replay, il y avait Modiano, Patrick Modiano, qui était interviewé sur un des problèmes qu'il passionne, la mémoire. Et en face, il y avait Stanislas Dehaene qui faisait, je vais dire, pratiquement le paradoxal de la situation, et entre deux, Édouard Baird. Aussi sur la mémoire et les trous de mémoire. Et le journaliste, au cours de cette émission, a repris cette fameuse question bien connue qui a fait les choux gras des journaux de Jacques Chancel, et l'âme dans tout ça. Et Stanislas Dehaene a répondu, mais il n'y a pas d'âme. Non, l'âme, la seule chose qu'il y a, c'est dans le cerveau des autres, quand on disparaît, un souvenir. Et je pense que ça fait écho à ce que Pierre Deuillon vient de dire, finalement, neurodéveloppement, mais où est le psychodéveloppement? Et je voudrais, en quelques minutes, vous montrer, à partir des connaissances qui ont explosé dans le domaine des neurosciences, et on verra pourquoi, c'est pas un hasard, et la technologie est la première à l'origine de cette explosion des connaissances, et les technologies, il faut avoir une certaine sagesse philosophique pour les maîtriser, et pour le moment, ce sont les technologies qui amènent à faire des projets, et non pas l'inverse. Donc il est intéressant de savoir, malgré tout, mais que va-t-on faire de toutes ces connaissances et comment elles peuvent être utiles à l'articulation entre la psyché développementale et la neurologie développementale. Alors on a une vision... peut-être là... ça c'est, vous voyez, la technologie. Bon, vous pouvez passer peut-être... voilà, merci. On a une vision quelquefois assez simpliste, et pendant longtemps, et moi-même sur les bancs de la faculté, on m'a enseigné que l'intelligence avait une base neuronale, et puis l'évolution des connaissances montre qu'à côté de neurones, il y a des synapses, et à côté des synapses, il y a des dendrites, et puis que avec Internet, il y a un élément qui apparaît dans la conscience collective, c'est les moyens de communication filaire, et donc les fibres optiques sont importantes, et ceci a une influence considérable sur finalement la dynamique de la curiosité et la dynamique des projets de recherche. Alors voilà, en 1987, un papier d'Utenlocher qui a mis, et qui n'est pas encore, finalement, il n'y a pas encore une conscientisation de ce papier, mais qui a été fondamental, en tout cas de mon point de vue, pour créer du lien entre la démarche de Pierre Deuillon et la mienne dans une consultation commune, conjointe. Vous voyez là l'évolution de la synaptogenèse au cours du temps, avec la naissance, et puis là, on dit maintenant la fin de vie, il paraît qu'on ne peut pas dire la mort, on le voit bien avec le Covid, on parle de réa, mais on ne parle pas de la mort. Donc là, il y a la mort à la fin, et vous
vous voyez cette augmentation exponentielle de 150 à 800 millions de synapses par millimètre cube. Et ces synapses vont diminuer de moitié, passer à 400 millions vers entre 5 et 8 ans, pour se stabiliser vers 40-45 ans et arriver à un autre stade de nouvelle sélection synaptique, donc des moyens structurels sous-jacents qui vont permettre au cerveau de se concentrer sur certains domaines, et c'est ce que j'appelle la phase des experts, où ils sont bons dans ce domaine, mais absolument incompétents dans le reste. D'où le danger de demander à des experts de s'occuper d'autre chose que de leur sujet d'expertise. Alors, j'ai oublié de dire, ces flèches montrent qu'en fonction de la pathologie des accidents de la vie, psychiques ou organiques, vous voyez que les conséquences seront totalement différentes. Et donc un éclairage très très différent sur la potentialité de développement de l'enfant. Maintenant, on se retrouve 30 ans plus tard sur ce type de publication qui montre que la technologie a permis non seulement d'imager un neurone avec son arbre dendritique, mais même de voir in vivo l'activité neurophysiologique et de la corréler à des images IRM et à des capacités cliniques, évaluées en clinique par les tests psychométriques, et de s'apercevoir qu'il y a une corrélation importante entre la taille de l'arbre dendritique et le potentiel de développement et la vitesse de traitement d'une information. Parallèlement, si on revient 20 ans en arrière, cela n'a pas empêché, donc, dans les années 90-2000, de développer fortement, même à partir de 85, puisque ça a été là aussi un prix Nobel, le concept de période critique. Et la période critique, on l'a développée beaucoup dans la sensorialité, mais cette période critique, elle existe dans tous les domaines du développement cérébral. Et je vous présente là un résumé qu'on trouve sur Internet, ce type de schéma, qui montre l'importance, je ne vais pas vous faire l'affront d'en faire démonstration, de la prise en charge précoce et de la cohérence. Mais la technologie, comme je vous disais, permet de regarder l'intelligence et les bases neurales de l'intelligence autrement et de s'apercevoir que de fait il y a une neurone, de fait il y a une dendrite, mais on a tous pris conscience que quand on a un ordinateur chez soi et que quand le système filaire ne fonctionne plus, quand la fibre optique ne fonctionne pas, on a l'impression, on va dire simplement, on va dire d'être handicapé, en tout cas handicapé au moins sur le plan cognitif. Et de fait, dans les années 80, et ça a été confirmé dans les années 90 et 2000, qu'il y a une corrélation entre finalement la myéline, la quantité de substance blanche que vous avez dans votre cerveau et votre capacité intellectuelle, votre capacité donc d'intelligence, de développement d'intelligence. Et que ce n'était pas que les neurones, mais aussi la myéline, excusez-moi, je regarde en même temps, voilà, le chronomètre. La myéline qui permettait de communiquer et que finalement la notion d'intelligence n'était pas uniquement un traitement du signal, mais un transfert du signal. Et là aussi, on retrouve la notion de neurologie transférentielle. Et ça va être très important dans l'analyse qu'on va réaliser ensemble dans une consultation. Ces notions-là vont être fondamentales pour moi, par exemple avec mon regard sur le fonctionnement de la transmission. Et un des marqueurs d'un fonctionnement de la transmission, ce sont les fonctions motrices chez l'enfant. Et les fonctions motrices, ce n'est pas, bien sûr, il y a le schème de marche, mais il y a l'exploration du tonus, actif, passif, il y a l'asymétrie, il y a la coordination, il y a donc toute une série de marqueurs qui vous informent sur cette corrélation. Vous voyez là, c'est une des premières études qui a été faite d'ailleurs chez l'enfant entre le volume d'ascendance du système sensorimoteur et l'index, c'est comme ça que c'est prononcé, c'est écrit dans l'article, développemental. Et vous voyez que plus vous avez
un volume de myéline dans le système sensorimoteur développé. Donc plus vous avez de myéline, ça veut dire plus vous avez d'axones, plus vous transmettez vite et plus vous avez un coefficient développemental important. Alors, donc ça c'était le côté lien avec la clinique d'avant la technologie. Puis la technologie est arrivée et se sont développés les concepts d'IRM structurel. Vous voyez, entre les années 2000 et 2013, on a amélioré progressivement l'analyse anatomique du cerveau pour aboutir à la fin non seulement à l'index de gyration, étudier chaque sillon, chaque circonvolution, mais les mesurer, les quantifier et ensuite arriver à dédifférencier la maturation d'une zone par rapport à une autre. Et puis la technologie, à partir de 2013, continue d'évoluer et on arrive à un autre type d'IRM qui se présente notamment dans les articles sous cette forme-là, qui est un peu déstabilisante, mais qui est extrêmement puissante et qui permet de corréler en IRM fonctionnel des zones qui sont connectées, justement, on retrouve là la liaison, qui sont connectées spontanément entre elles, et c'est les fameuses études en réseau mode par défaut qui permettent de visualiser, d'identifier des zones particulières dans le cerveau qui sont pratiquement ce que Changeux avait développé comme sur le thème espace de travail. D'autres ont dit que ce réseau mode par défaut était aussi peut-être une base de la conscience. Mais sur le plan moteur, on a pu, la technologie évoluant, visualiser la tractographie, donc les fibres qui reliaient telle zone à telle zone. Et là, je vous montre par exemple un papier sur les connexions impliquées dans la conscience motrice. Et vous avez le système prémoteur en bleu et vert, le système limbique en rouge et le système attentionnel en jaune. Bon, là, vous avez la base neurologique de la psychomotricité, d'une certaine façon. Mais dans le langage, il en est de même. Et des études se sont intéressées non pas aux zones du langage, mais aux systèmes qui transmettent l'information de la lettre, du mot, du phonème, du graphème et de la syntaxe. Et là, je vous montre des études qui ont été faites chez des prématurés, des nouveau-nés, et puis ensuite à 2 ans, sur l'évolution des capacités langagières corrélées à des fibres, des systèmes de connexion, et notamment le faisceau arqué, qui connecte fortement, qui est fortement impliqué dans la syntaxe. Et pendant longtemps, on a pensé que la syntaxe était essentiellement corticale. En fait, elle est aussi fortement sous-corticale via ces voies de connexion, et de montrer que ceci est fortement génétiquement déterminé, c'est très constitutionnel. Et derrière arrive une nouvelle hypothèse, on va pouvoir, dans l'avenir, dépister les enfants à risque de troubles syntaxiques, disent les chercheurs qui font ce type d'études, puisqu'on montre que ce faisceau arqué est indépendant dans son évolution du fait que l'enfant soit prématuré ou non, et de son histoire, elle est uniquement liée à son développement autogénique. Et pourtant, cet élément va être essentiel dans une constitution conjointe pour comprendre dans le langage, la façon de parler, sans aller, mais la syntaxe, les erreurs syntaxiques, on peut avoir une vision très psychologique, j'allais dire même psychanalytique du langage, mais aussi cet éclairage donne de l'autre côté du miroir une approche plus neurologique. Il en est de même sur les systèmes corticaux, et là je voulais vous présenter simplement, à chaque fois c'est une tête de chapitre, mais c'est pour vous donner quelques éclairages de la base théorique qui nous relie tous les deux dans cette consultation. Voilà
un cerveau de macaque, mais c'est pareil chez l'humain, mis en 2 dimensions, aplati sur une nappe, et d'observer, là, en violet, vous avez les aires corticales, et toutes les autres couleurs, c'est les aires directement connectées, sans fil de liaison, avec les aires visuelles. Et vous voyez qu'on est presque à la moitié du cerveau qui est directement connecté, ce qu'on appelle cell-to-cell, directement, en tangentiel, sur le cortex, avec l'aire visuelle. Et chez l'homme, actuellement, on considère qu'il y a plus de la moitié du cerveau directement connecté sur les aires visuelles. Et là, vous voyez à nouveau l'importance de ces notions pour comprendre tous les troubles des pathologies de la relation dans les premiers jours et les premières semaines de vie. Et puis, Nicole en a parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un organe dont on parle peu, mais qui, pour moi, sera l'organe du XXIe siècle, qui est l'organe de l'homéostasie de la dynamique cérébrale, si je puis dire, qui est le cervelet. Et le cervelet, en fait, pour comprendre, là aussi, un enfant qu'on interroge, ou les parents qu'on interroge, regardez la réaction de l'enfant, il faut voir le cerveau un peu, de façon schématiquement, on pourrait dire, en trois grands modules. Le cerveau, comme on dit souvent aux parents, vous savez, votre enfant, il perçoit tout. C'est-à-dire, c'est une éponge, il prend tout, il ne trie pas. Quand les parents vous disent « non, mais ça, je lui en ai jamais parlé », donc vous lui avez parlé, il prend tout. Puis vous avez après en rouge, là, sur ce schéma, un système qui va gérer le rapport signal-bruit. Ça va être très important, par exemple, chez l'autiste. Un enfant autiste qui ne supporte pas des afférences, des inputs auditifs trop intenses, ou même, quelquefois, même pas intenses. Et puis, donc, il va sélectionner un rapport signal-bruit pour, à partir de ce rapport signal-bruit, éliminer le bruit de fond pour traiter l'information. Et ceci grâce à une structure, le cervelet. Le cervelet qui est représenté maintenant comme le superviseur d'apprentissage. Et de fait, le cervelet est un superviseur d'apprentissage car entièrement connecté à l'ensemble du cerveau, tant dans le système afférent que efférent. Et d'ailleurs, si les papiers qui s'intéressent au rôle du cervelet depuis Courchesne, 85, Annals of Neurology, qui est le papier fondamental qui a changé le regard des médecins, vous voyez, là encore, une méta-analyse avec toute la prudence qu'il faut avoir. Là, ils sont intéressés à qu'est-ce qui est rapporté dans la littérature nationale comme cause du trouble du spectre autistique. Vous voyez, et ça part des vaccinations, de la population générale, l'âge de la mère, l'âge du père, etc. Et puis à la fin, vous avez les jumeaux, comme on dit, les jumeaux vrais, les jumeaux monocoriales, monoamniotiques, et juste au-dessus, les lésions cérébelleuses. C'est ça, et quand on regarde l'expression génétique des gènes impliqués dans les troubles du neurodéveloppement responsables de troubles du spectre autistique, on voit que c'est surtout dans le cervelet qui s'exprime. Et vous avez maintenant, c'est simplement vous montrer l'évolution de la technologie, ça c'est tout à fait récent, un papier récent dans Nature qui montre, qui croise des banques de données. Vous avez des banques de données actuellement d'IRM, fonctionnelles et structurelles, des banques de données sur l'expression des gènes dans chaque région du cerveau, et maintenant on peut croiser donc IRM fonctionnel, les données IRM fonctionnelles et données de génétique topographique, et regarder où, par exemple, dans le cerveau autistique, ça s'exprime, et vous voyez que là, au niveau, donc il y a les différentes parties, le thalamus, le cervelet, les amygdales, l'hippocampe, et vous voyez que le cervelet, tout au cours de la vie, là, on est en anténatal jusqu'à la période adulte. C'est là où s'exprime davantage l'origine des mécanismes responsables de ce trouble. Et pourtant, il y avait un clinicien qui, 12 ans avant, avait le fameux Schwartzman,
neurochirurgien qui s'était intéressé, c'est pour ça que la clinique, il faut se battre pour garder la clinique. Ce Schmarman s'est intéressé à que sont-ils devenus ces enfants et ces adultes que j'ai opérés d'une tumeur cérébelleuse non cancéreuse. Et il a regardé, il les a fait revenir, il les a interrogés et il a regardé un peu, j'allais dire extemporané, si je puis dire, quand il les voyait, à partir d'un questionnaire, quelles étaient les plaintes premières, à partir donc de sujets qui n'avaient rien d'autre qu'une lésion cérébelleuse opérée, lésion non évolutive. Et vous voyez que la plainte première, ce sont les fonctions exécutives, le raisonnement, le calcul, la gestion des affects, la structuration visio-spatiale, le verbal, le langage, et à la fin, les troubles praxiques et la coordination. Donc le cervelet, c'est vraiment l'organe de la cognition. Et ça va être un élément essentiel aussi dans l'éclairage que on peut avoir dans notre échange, Pierre et moi, lorsqu'on doit faire notre démarche hypothético-déductive. Enfin, je voudrais finir par deux papiers, celui-là qui est fondamental pour avoir, surtout quand on est psychiatre d'enfants, mais même médecin d'enfants, quelle que soit sa formation et son orientation. C'est un papier qui date de 2015, qui s'est intéressé à plusieurs milliers de paires de jumeaux et de voir l'évolution. Je ne vais pas dans le détail, c'est à partir des données de la littérature, mais l'impact du gène et l'impact de l'environnement sur les facteurs héréditaires, de l'héritabilité, donc c'est-à-dire qui s'expriment cliniquement. Et vous voyez, ce qui est intéressant, la connaissance actuelle, c'est que de la naissance jusqu'à l'adolescence, c'est d'abord l'environnement qui va impacter sur le développement de l'enfant, et à partir de l'adolescence, progressivement, c'est votre capital génétique qui va s'exprimer, d'où cette réflexion que, à partir d'un certain âge, on entend qu'on est en couple, que j'entends, tu ressembles de plus en plus à ton père. Et ça, c'est fondamental à avoir quand on s'occupe d'un enfant. C'est-à-dire que l'environnement va impacter, et ça c'est fondamental pour comprendre l'épigénétique. En une minute, tant pis, je passe là-dessus, je voudrais simplement en épigénétique donner un élément. On va revenir à la mouche du vinaigre, mais la mouche du vinaigre, parce que c'est un organisme simple pour comprendre l'épigénétique. Bon, quand vous observez des œufs de la mouche du vinaigre et que, au lieu, dans cette drosophile, vous laissez à température ambiante 20 degrés, vous mettez pendant quelques minutes la température ambiante à 37 degrés. Quand la mouche va se développer, vous allez observer que les yeux qui étaient blancs ou pâles sont devenus rouges. Et deuxième élément, que cette mouche, cette drosophile, va mettre au monde ensuite des drosophiles avec les yeux rouges, uniquement en ayant changé la température quelques heures avant l'éclosion de l'œuf. Et donc, ceci est à mettre en rapport avec cela. Hein. Et donc, on transforme, et vous le savez aussi bien que moi, le cerveau d'un enfant par son environnement, qu'il soit pathogène ou non d'ailleurs. Hein. C'est dans les deux cas, malheureusement, dans le bon et dans le mauvais sens. Alors, revenons maintenant à la consultation conjointe. Finalement, la consultation conjointe, ça n'est pas une consultation de psychiatrie de liaison. Ça n'est pas une consultation de psychosomatique dont on a parlé hier. Ça n'est pas une consultation de psychiatre spécialisé dans les troubles du neurodéveloppement, et ça n'est pas une consultation de neuropédiatrie spécialisée. C'est une consultation conjointe, c'est-à-dire avec une écoute et une observation conjointe en même temps, et une démarche hypothético-déductive en même temps, c'est-à-dire partagée, et une proposition de diagnostic et de stratégie thérapeutique en même temps.
Et finalement, comme l'a dit Pierre tout à l'heure en introduction, finalement, la complexité, on sert, c'est vrai, d'une certaine façon, c'est vrai, de réassurance aux parents qui viennent avec leur enfant. Et je voudrais vous montrer simplement la mise en scène qui est fondamentale, vous allez vite le comprendre, de ces consultations. Ben, ça passe pas, tant pis. Non, il n'y a rien qui passe, on va voir, peut-être ça va passer, ça met du temps. Dans cette mise en scène, il est fondamental que les parents voient bien la différence. Moi, j'ai la blouse, Pierre est voilà, avec son uniforme habituel que vous voyez cet après-midi. Et ensuite, on interroge l'un et l'autre. En même temps, l'un écoute l'autre et réciproquement. Et après, j'examine l'enfant et pendant ce temps-là, dans la même pièce, Pierre va continuer à interroger les parents sur certains domaines spécifiques saillants qu'on a repérés dans le discours. Après quoi, les parents nous voient, voilà, c'est ce qui se passe là, discuter ensemble. Chacun fait son hypothèse, vous voyez, devant les parents. Et à partir de cette hypothèse, on va élaborer tous les deux éventuellement un diagnostic, en tout cas une hypothèse diagnostique, et ensuite, bon, il n'y a rien qui passe, dommage. Et ensuite, je vais dicter une lettre et accepter que Pierre m'interrompt à chaque fois que nécessaire pour corriger le texte en fonction du message à transmettre. Voilà, c'est ce que vous voyez là. Voilà, alors je vais repasser la parole à Pierre pour un peu passer à la dernière étape de à la fois la conclusion, mais aussi sa perception sur ce que peut apporter cette démarche qui est d'une certaine façon théâtralisée, qui est organisée, ce n'est pas au hasard, c'est réfléchi, chaque élément sont réfléchis. Pierre, je te laisse conclure. Merci. Donc, vous voyez, cette consultation, on pourrait dire quelles conséquences ça a, non seulement la consultation, mais les réflexions qui tournent autour et à l'intérieur, quelles conséquences ça a sur nos pratiques et nos théorisations. Donc, j'avais prévu de donner plusieurs exemples, mais j'en donne un seul, par exemple, la question de la pesanteur sur le bébé qui vient de naître. Hein. Il était dans le ventre maternel, il n'était pas soumis à la pesanteur, mais il avait l'information qui lui permettait de le calculer avec ses canaux semi-circulaires. À la naissance, la pesanteur s'appuie sur lui, le tonus est en berne et il va mettre 1 an à fabriquer son tonus pour arriver à... Donc il y a un réflexe archaïque primordial qui est le réflexe d'agrippement, le grasping et compagnie, qui se met en place. Eh bien, on voit bien que le fait de pouvoir raisonner avec un neuropédiatre sur ces mécanismes-là nous permet de donner un substratum pour comprendre, par exemple, le mécanisme qu'en psychopathologie, on essaie beaucoup de travailler dans l'autisme, par exemple, hein, ou dans l'épilepsie, qui est celui de l'identité adhésive. Hein. On voit bien que le bébé, sans doute, fait un investissement important sur la question du réflexe archaïque et que cet investissement-là va faire que son identité adhésive normale va éventuellement pouvoir devenir pathologique en cas de débordement par des angoisses primitives, tomber sans cesse, etc. Je ne détaille pas ça, mais vous voyez bien que cette articulation-là entre, on pourrait dire, les connaissances que les neurosciences nous apportent, et notamment le neuropédiatre qui en est l'interprète ou le traducteur ou l'orateur, et puis le fait que nous, en psychopathologie, on est confrontés à des mécanismes pathologiques qu'on ne sait pas toujours expliquer autrement que de façon psychique. Et je crois que là, c'est très intéressant de voir que justement, on peut s'appuyer sur une meilleure connaissance des neurosciences pour justement nourrir la réflexion psychopathologique et donc essayer de comprendre pourquoi les enfants, les professionnels qui travaillent avec les autistes ont tous des marques sur le cou, par exemple, parce que les enfants dont ils s'occupent utilisent en permanence de façon pathologique l'agrippement à chaque fois qu'ils sont hyper angoissés, etc. Donc je ne détaille pas davantage, mais c'est pour vous donner des articulations qui me semblent très importantes pour, au fond, faire vivre la psychopathologie d'une façon qui ne soit pas seulement une invention, un conte qu'on écrit pour comprendre ce qui se passe et le mettre en forme, mais aussi quelque chose qui répond à la réalité du développement vu par les neuroscientifiques.
Alors, au fond, comment est-ce qu'on pourrait articuler neurosciences et psychopathologie transférentielle? Il me semble que, quand je parlais des assises tout à l'heure, c'est ça mon problème. Je dis, mais comment se fait-il qu'on ne puisse pas montrer à nos dirigeants, à tous ceux qui sont responsables des décisions politiques qui gouvernent notre discipline, qu'on ne puisse pas leur montrer que les neurosciences, d'accord, mais n'oublions pas la deuxième partie qui est la psychopathologie transférentielle. Et donc, il faut qu'on fasse, nous, un effort pour essayer d'inventer des concepts qui nous permettent d'articuler les deux. Alors, quand on dit articuler les deux, ça ne veut pas dire utiliser les neurosciences pour penser la psychopathologie. Ça ne veut pas dire psychopathologiser les neurosciences. Ça veut dire articuler les deux, c'est-à-dire que les deux soient reçus comme des données dont il faut tenir compte dans la pratique, dans l'organisation des dispositifs, dans la mise en place des prises en charge. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on puisse réfléchir, de façon à ce que quand même on ne soit pas progressivement enterré par les seules neurosciences, avec des choses que Louis vous a dit de façon plus ou moins explicite, qui est que si on pense une neuroscience sans conscience, et à ce moment-là, évidemment, on va faire disparaître tout ce qui est du côté de l'anima, l'âme, l'appareil psychique, et qu'évidemment, dans la relation qu'il y a entre les patients, leurs parents et ceux qui vont les soigner, quelque chose qui va progressivement se déshabiter et qui sera sans doute un regret éternel pour les gens qui y auront échappé. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, notre travail de pédopsychiatre, à la lumière de ce qu'on vient de vous raconter là, c'est quelque chose qui doit porter sur, non pas les neurosciences ou la psychopathologie, mais comment articuler les deux de façon intelligente. Voilà, merci de votre attention.